C'est stressant. Allez, c'est parti. Par un beau jour d'été de cette année 1865, le marquis Jean était en train de se raser dans sa salle de bain. Il regardait son visage dans le grand miroir d'argent martelé en se disant qu'il ne faisait pas du tout ses 50 ans. Force était de reconnaître qu'il était dans une santé éblouissante. Il avait un front haut et légèrement dégarni, des cheveux poivre et sel, des yeux marrons, un nez aquilin et en dessous un édifice monumental qui faisait sa fierté et qu'il appelait sa moustache. Ce plumeau était connu de tout Paris car il était impossible de ne pas le remarquer à moins d'être aveugle et Jean faisait tout pour qu'elle soit bien en vue. Une fois que Jean se fut rasé, il alla déjeuner. Il descendit à la salle à manger où sa gouvernante Marie l'attendait. Au moment de passer à table, Jean remarqua une lettre que Marie avait déposée dans son assiette. Cela venait de chez le notaire. « Mauvais présage, se dit le marquis. Il l'ouvrit, commença à la lire et poussa un cri triomphant. Marie apparut à la porte de la cuisine. « Que se passe-t-il, monsieur le marquis ? Mon vieil oncle Gustave est enfin mort. Je vais avoir ma part d'héritage. Tenez, écoutez. Et à mon neveu Jean, je lègue. » La voix du marquis se mourut et une expression d'indicible terreur mêlée de colère apparut sur son visage. Il continua d'une voix sourde. « À mon neveu Jean, je lègue mon bien-aimé manoir, en sachant qu'il saura en prendre soin, puisqu'il a appris à l'apprécier dès son plus jeune âge. » Jean se souvenait très bien de ce manoir, où il avait passé la plupart de son enfance. C'était un grand manoir lugubre, avec des portes qui s'ouvraient en grinçant et des volets qui claquaient la nuit. Ce bâtiment lui a toujours fait peur. C'est même dans ce manoir qu'il s'est cassé le bras en tombant dans les escaliers, car il avait cru voir un fantôme. Ce vieil oncle Gustave est le seul membre de la famille du marquis qui n'a jamais vécu à Paris. Il possède une grande fortune et ce manoir. Jean a toujours cru qu'il recevrait une conséquente somme d'argent. Il était donc dépité de ne recevoir que ce vieux manoir lugubre. Il décida d'aller voir l'état dans lequel était le manoir pour savoir à quel prix il allait pouvoir le vendre. Il est parti sur le champ. Lorsqu'il fut devant, il se rendit compte que le manoir n'avait pas changé. Un grand bâtiment aux murs en pierre grossièrement taillés, empilé de façon à ce qu'on pourrait croire qu'une force colossale de la nature avait empilé au hasard. On avait peine à croire que le manoir tenait tout seul. Les innombrables tours semblaient flotter en l'air et les volets claquaient comme dans son enfance avec un air sinistre. Lorsque Jean entra, accompagné d'un agent immobilier, du notaire et de deux grands et forts hommes, la porte grinça et des dizaines d'odeurs écœurantes l'assaillirent. Il se tenait dans le vaste vestibule, au milieu duquel trônait une hideuse statue de très mauvais goût, représentant son oncle Gustave. La statue semblait ancienne et avait la véritable taille de l'oncle Gustave, mais d'humain elle n'avait que la silhouette. Le visage semblait refléter le mal même et le regard de cette œuvre, que dis-je, de cette abomination, était vide et sombre, mais semblait vivant et suivait le spectateur où qu'il aille. Cette vision d'horreur était accentuée par le sourire macabre qui étirait les lèvres fines de la chose. Jean, horrifié, avait détourné la tête et vit les deux hommes forts se signer à grands gestes, et l'agent immobilier serrait un crucifix entre ses mains. Après avoir visité le manoir de fond en comble, le marquis commença à parler des chiffres avec le notaire et l'agent immobilier. « En premier lieu, vous me ferez enlever cette épouvantable statue dans le vestibule, » exigea le marquis. Or, à ce moment exact, un enfant d'environ 14 ans, apparemment un paysan, arriva en courant et remit une lettre à Jean en disant « Ça vient de Paris de la part de monsieur le banquier. » Jean décacheta la missive rapidement et la lut. Ses mains se crispèrent sur l'enveloppe et ses yeux évoquaient deux puits sans fin, dans lesquels on aurait pu se noyer. Le notaire lui prit précautionneusement des mains l'enveloppe et la lut à son tour. Il congédia poliment les deux agents et l'agent immobilier en leur donnant le moins de détails possible, mais en leur faisant comprendre que l'heure était grave pour le marquis. En effet, il venait de perdre tout son argent, tous les placements si sûrs jusqu'alors se sont effondrés en même temps. Ses actions ne valaient plus rien et il avait maintenant beaucoup de dettes. En un mot, il était ruiné. Il dut tout vendre. Sa maison à Paris coûtait trop cher et la bonne Marie fut renvoyée. Il ne lui restait que le manoir. Il décida de mettre la statue au grenier. Il était donc seul dans le manoir de son aïeul. À 10 heures, il décida d'aller se coucher. Au moment de moucher les chandelles, il entendit des bruits sourds au grenier. Il se dit que ce n'est que les branches des arbres du parc qui frappaient contre les lucarnes du grenier sous la force du vent et il alla fermer les rideaux. Au moment où il commença à le faire, il jeta un coup d'œil dehors et observa sans s'en rendre compte que l'herbe était calme et que tout dehors était calme et immobile. Pas un souffle de vent. Il ferma les rideaux à moitié, puis, se rendant compte de l'énormité de ce qu'il venait de voir, il rouvrit les rideaux en grand. Il avait bien vu. Il n'y avait pas un souffle de vent. Mais alors, d'où venaient les bruits sourds du grenier? Le doute l'envahit et il alla voir. Il monta les marches 4 à 4,
déverrouilla la porte du grenier avec sa clé et ouvrit la porte. La statue avait disparu. Il ne restait que le socle de marbre, en marbre. Une lucarne avait été brisée. C'était probablement par là que les voleurs étaient passés. Car c'était des voleurs, se dit le marquis. Qui d'autre? Il alla se coucher en se disant qu'il n'était pas fâché de s'en débarrasser, mais qu'il aurait aimé en tirer un peu d'argent. Le lendemain matin, au chant du coq, le marquis se leva et alla boire son café, puis il décida d'aller se promener dans le parc de sa demeure. Il mit donc son pardessus, prit sa canne et descendit les escaliers. Lorsqu'il fut à mi-chemin des escaliers, il prit une vue d'ensemble du vestibule. Soudain, en proie à un malaise, il glissa et serait tombé s'il ne s'était pas rattrapé à la rampe. Elle était là, devant lui, la statue, le fixant de son regard sombre, se moquant du mauvais tour qu'elle venait de lui jouer. Puis, reprenant ses esprits, il s'approcha et examina la chose. C'était bien la statue. Mais alors, pourquoi les voleurs avaient-ils remis la statue à sa place dans le vestibule? De plus, comment avaient-ils pu transporter cette lourde sculpture par la fenêtre? Il fallait des grues ou des machines semblables pour sortir la statue du grenier et la déplacer jusqu'au vestibule. Ou alors, le doute s'insinua jusqu'au plus profond de Jean et un long frisson lui secoua la colonne vertébrale. Le marquis décida de la vendre immédiatement. Malheureusement, elle ne trouva aucun acheteur, moins pour sa laideur que pour la réputation maléfique qu'elle avait dans la région. Il la fit donc mettre au plus profond de son parc et la fit sceller au sol par de gros rivets à une dalle de pierre. Au passage, on remarqua la présence d'empreintes de pas de taille moyenne, mais profondément enfoncées dans la terre, ce qui trahissait un poids hors du commun juste en dessous de la lucarne détruite du grenier. Ce soir-là, le marquis Jean ferma à clé toutes les portes du manoir, même celle du grenier, et se calfeutra dans sa chambre en regardant par la fenêtre. Malheureusement, il faisait nuit noire, et on n'y voyait pas à 2 mètres. Le marquis allait fermer ses rideaux lorsqu'il entendit un bruit assourdi de pierre contre l'herbe, un bruissement, un murmure. Et voilà que le murmure s'intensifiait et se transformait en bruit de pierre contre la pierre. On l'entendait distinctement. Plomb, plomb, plomb. Cela venait de l'allée venant du parc, une allée d'allée. Le marquis décida d'aller voir, il prit une lanterne et marcha résolument vers l'entrée. Il déverrouilla la porte d'entrée et passa sa tête dehors. Il n'y avait plus de bruit, mais il vit une ombre passer à l'angle du mur. Il se dirigea vers là et vit l'ombre passer par la lucarne détruite du grenier. Elle avait grimpé 3 étages à une vitesse phénoménale. Le marquis se dépêcha de retourner dans le vestibule, de grimper les escaliers et se retrouva devant la porte du grenier. Ou plutôt ce qu'il en reste. De la porte, il ne restait que des débris de bois pendant sur des gonds déchiquetés. Le marquis sentit la peur se répandre et ses jambes tremblèrent violemment. À ce moment précis, un craquement discret se fit entendre à l'étage en dessous. Alors, perdant toute la raison qui lui restait, il courut à toutes jambes, descendit l'escalier en manquant de se tuer à plusieurs reprises. Il rentra dans sa chambre en trombe et ferma à clé les lourdes portes de chêne avec des gestes fébriles. Enfin, il était en sécurité. Rien, même pas la chose, ne pouvait le détruire. Enfin rassuré, après autant de tension, il retrouva le sourire. Il avait un sourire hautain de vainqueur qui méprise le perdant. Soudain, il eut la certitude qu'il n'était pas seul. Son sourire se crispa sur ses lèvres. Il le sentait. Il sentait un regard fixé sur lui. Lentement, il se retourna, et soudain, toutes ses peurs, tous ses pressentiments se trouvèrent justifiés. Devant lui se tenait la statue, hideuse, son regard sombre fixé sur lui, et ce sourire macabre et moqueur, le même sourire qu'il avait eu juste avant, ce sourire était un message on ne peut plus clair. Alors le marquis hurla. Il hurla d'une voix inhumaine, exprimant toute l'horreur de sa situation. Son cri résonna longuement dans la nuit. Un mois plus tard, on célébra les funérailles de monsieur le marquis Jean avec un cercueil vide. Le marquis avait tout simplement disparu. Des recherches ont été faites et on n'avait jamais pu retrouver le corps. Le testament léguait tous ses biens à son fils, y compris le manoir, et exigeait que la statue de son aïeul soit détruite. Cette dernière modification avait été apportée la veille de la mort du marquis. Les dernières volontés du mort furent respectées et la statue fut détruite. Lorsque l'héritier du manoir arriva pour visiter le bâtiment et qu'il entra dans le vestibule, il vit une statue de son père, hideuse, qui ressemblait beaucoup à celle de Gustave, à ceci près que l'on reconnaissait la célèbre mosseuse de Jean. Le regard de cette statue lui fit froid dans le dos. Il décida de la mettre à la cave afin de ne plus la voir. Fin du commencement.